Bonjour à toi et bienvenue dans le débrief hebdo, ravi de te retrouver. C'est la saison de Tout va mal donc tout va bien. Épisode 2 que j'ai nommé la contre-attaque. J'aurais pu l'appeler le pullback ou le bull trap, ça fait moins vendeur quoi. Moins Star Wars, machin. Macroéconomie. Donc au chapitre des mauvaises nouvelles, nous avons bien évidemment les publications des statistiques macroéconomiques de la semaine. Toujours autant dégueulasses, il n'y a pas de surprise là. Avec la première estimation du PIB américain pour le premier trimestre 2020 qui est ressorti à moins 4,8%. Les attentes déjà étaient pas mal et là c'est pire que prévu. Mais on est habitué, donc tout va bien. Pour la zone euro c'est moins 3,8%. Et j'ai le plaisir de remettre le trophée du pire PIB du premier trimestre 2020 à... avec moins 5,8%, la France. Ouais. Merci. Et pour la petite information, l'Espagne, le PIB sur l'année 2020 est attendu à moins 9,2%, avec tout de même 900 000 destructions de postes sur les 2 dernières semaines. Aux États-Unis, le chômage hebdomadaire, comme tu le sais maintenant depuis quelques semaines, est ressorti encore catastrophique, ce qui nous donne depuis un mois et demi 30 millions de demandes d'allocation chômage en plus, un record depuis la Grande Dépression des années 30, crack de 1929, tout ça. Et comme si les mauvaises nouvelles ne suffisaient pas, Monsieur Trump a rajouté une petite couche. Visiblement, c'est quand même son obsession du moment. Selon ses propos, il a un haut degré de confiance comme quoi le Covid-19 proviendrait d'un laboratoire chinois. Sans pour autant citer ses sources, mais visiblement, il est quand même assez persuadé que ce soit le cas. Du coup, il relance ses menaces envers la Chine concernant des taxes d'importation douanière. Parce qu'effectivement, je crois qu'on lui a posé la question de dire oui, mais du coup, la dette qu'a les États-Unis envers la Chine, etc., qu'est-ce que vous allez en faire? Il s'est dit, oui, effectivement, en fait, on va pas rembourser, mais plutôt que de pas rembourser directement, on va le faire indirectement en imposant tous les produits importés chinois, ce qui revient à peu près, grosso modo, à la même chose. Et tu le sais, nous sommes dans la saison Tout va mal, donc tout va bien. Nous avons eu effectivement les discours des banquiers centraux, la Réserve fédérale américaine, suivie de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, qui nous a indiqué ses perspectives de croissance pour la zone euro, entre moins 5 et moins 12% sur l'année, ce qui est pas trop une fourchette, c'est plutôt un râteau, tu vois, en fait, en gros, bon, c'est dégueulasse. Et ça, comme tu le sais, elle a ressorti son bazooka. Putain, d'ailleurs, il est où mon pistolet, là? Ouais, t'es dit, t'inquiète pas, on va parler de toi juste après. Putain, c'est ma fille qui a dû voler encore le pistolet, quoi. Bazooka, c'est le mot commun, pas parce qu'elle va tuer des gens, tout simplement parce qu'elle sort l'artillerie lourde concernant des injections de liquidités. En l'occurrence, il y a déjà 1000 milliards d'euros qui ont été lancés pour faire des rachats d'actifs, dont 750 milliards d'euros dans le cas du PEPP, tu sais, le plan pandémique. Elle annonçait également augmenter sa réduction de taux de TLTRO. Pour faire simple, c'est les banques qui tirent des crédits auprès de la Banque centrale européenne. Pour pouvoir booster les crédits accordés des banques auprès des entreprises et des particuliers, la Banque centrale européenne propose des taux négatifs, c'est-à-dire qu'elle paye les banques pour qu'elles puissent emprunter. Ce qui est pas trop mal, mais encore faut-il emprunter à des gens ou des entreprises qui le veulent et qui ont de l'activité, etc., etc. Et on lui a posé la question à Madame Lagarde concernant l'éclatement un petit peu de la zone euro, enfin c'était pas trop dit comme ça, mais plutôt les taux qui sont en train d'augmenter, notamment sur les pays du Sud, tu te rappelles, la dette italienne, espagnole, etc. Et les pays du Nord qui empruntent à des taux négatifs. Et elle a annoncé, non, nous ne tolérerons aucun risque de fragmentation de la zone euro. Donc grosso modo qu'elle rachèterait de la dette italienne s'il y avait besoin, sans pour autant dire qu'elle achèterait des obligations type junk bonds. C'est des obligations d'État complètement pourries dont personne ne veut. Bon. Ça, c'est, tu vois, c'est un peu l'information du moment. Peut-être que la semaine prochaine ou dans un mois, elle changera d'avis. Et en plus de ça, donc après les LTRO, les TLTRO, le QE, le PEPP, c'est l'heure de sortir le PELTRO. C'est PELTRO. Même si bon, c'est pas... Ça n'a rien à voir. Ce sont grosso modo des opérations de refinancement à long terme d'urgence pandémique avec un taux de moins 0,75%. Et après les différents quantitative easing, les votes du Congrès, etc., les milliards qui sont déjà injectés, il a annoncé encore une fois lundi rajouter 500 milliards de dollars pour son programme d'achat d'emprunts de collectivités locales. Et au-delà de ça, même si ça dépasse un petit peu l'aspect macroéconomique, on a eu une nouvelle annonce de Gilead, qui, tu te souviens de l'épisode après avoir un petit peu diffusé par mégarde, j'ai appuyé sur le bouton publier toutes les tests qu'on est en train de mettre en place, etc. J'ai pas fait exprès. Une semaine après, finalement, les premiers tests en Chine se sont révélés négatifs. Et là, finalement, on revient sur le devant de la scène en disant c'est plutôt positif. On attend l'approbation de la FDA, donc l'autorité qui valide un petit peu tous ces traitements. Du coup, l'action, c'est yo-yo entre plus 6, moins 6. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, pour le moment, c'est pas gagné.
Économie. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, a publié une étude sur le comportement des investisseurs particuliers pendant la crise du coronavirus. Voici tous les nouveaux entrants qui ont eu lieu sur le marché ces dernières semaines, avec un pic d'activité absolument hallucinant de 1 milliard d'euros d'achats nets sur les actions du SBF 120. Et ça concerne la semaine du 9 au 13 mars. Petit message d'avertissement pour ceux qui se lancent dans la bourse, même au-delà du fait que j'ai quand même partagé quelques vidéos à ce sujet ces derniers temps. Ce n'est pas parce que ça a beaucoup baissé qu'il y a plus de chances que ça monte. Oui, c'est pas cher, mais attention, pour le moment, on n'est pas dans un redémarrage assez conséquent de l'activité économique des entreprises qui sont plus en train d'essayer de licencier que d'investir et d'avoir de la visibilité. On va le voir ça juste après. Et au-delà du fait que cette semaine, il y a eu énormément de publications d'entreprises, on va pas toutes les faire. On va en sélectionner deux qui ont deux stratégies de communication complètement opposées. Premièrement, Amazon, qui a publié ses chiffres et finalement, c'était quand même moins bien que prévu. Mais surtout sur sa stratégie de communication qui a indiqué sur le deuxième trimestre redépenser l'intégralité de son bénéfice opérationnel de 4 milliards de dollars. Et ce, pour faire face à la pandémie. Du coup, son résultat opérationnel du deuxième trimestre devrait être compris entre moins 1,5 milliard de dollars et plus 1,5 milliard de dollars. Alors que les attentes étaient autour d'un bénéfice de 3,1 milliards de dollars. Et petite indication concernant le PER, tu sais, ce fameux cours sur bénéfice net par action, ça te permet de déterminer la cherté d'une action. En langage un petit peu plus simple, c'est le nombre d'années qu'il te faudra pour rembourser le prix à payer de l'action au cours actuel. Il est de 90. Donc en termes de cherté, on est quand même plutôt pas mal. Même si on est d'accord que ça veut pas dire que c'est cher, donc que c'est forcément pas intéressant. Ça va pas forcément monter plus haut. C'est simplement à titre d'indication. Ça, c'est la stratégie de la communication d'Amazon qui est plutôt de se dire on va investir tout ce qu'on gagne dans la gestion de la crise, en tout cas en interne, parce que tu sais, il y a quand même quelques petits soucis, notamment en France. Alors qu'Apple, c'est complètement différent. Elle a annoncé pour le premier trimestre un record absolu sur sa branche de services. 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires de plus que prévu, ce qui nous fait 58 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le premier trimestre, 11 milliards de dollars de bénéfices nets, avec bien évidemment des iPads qui sont de plus en plus prisés, notamment en cette période de confinement pour tout ce qui est enseignement, éducation, etc. Et a priori, Apple s'est même lancé dans la fabrication de visières. Et du coup, elle en profite pour dire, nous, tout va bien, on va en profiter pour faire des buybacks. Rappel, on avait déjà parlé dans le précédent débrief hebdo, c'est racheter ses propres actions, les rarifier. Du coup, il y en a moins, elles sont plus rares. Du coup, ça soutient les cours. Et d'ailleurs, cette semaine, vu qu'il y a eu beaucoup de publications de résultats, c'était pas la seule à annoncer des buybacks. Il y a Google qui a annoncé racheter 8,5 milliards de dollars de ses propres actions. Même si, comme tu le vois sur ce graphique, a priori, on estime que ces rachats d'actions en 2020 devraient baisser de 50%. Ce qui semble quand même relativement légitime. Et en bref, ce qui s'est passé sur d'autres actions, d'autres entreprises cette semaine. Netflix, où j'ai tenté une première vente sur la réintégration de ce range hebdo dans laquelle elle évoluait depuis maintenant quelques années. On a eu un premier flux baissier daily, finalement, qui n'a pas donné suite. Mais à garder en tête quand même. ExxonMobil, tu sais, dans le pétrole, qui s'est effondré, qui a annoncé 2,9 milliards de dollars de dépréciation d'actifs, tout en sachant que l'entreprise a toujours une dette nette de l'ordre de 50 milliards de dollars. Une goutte de pétrole, si je puis dire. Et dans l'épisode du moment, qui a particulièrement animé cette fin de semaine, avec pour le premier trimestre 227 millions de dollars de bénéfices, elle a même annoncé qu'elle avait de l'avance sur ses marges, 800 dollars l'action au top, c'est bien évidemment Tesla. Donc jusque là tout va bien, bonne publication, c'est la fête. Et là, vendredi, il y a eu une espèce de craquage. Il nous sort un tweet du genre « Ah non, mais à mon avis, je pense que l'action Tesla est trop haute. » Donc à ce moment-là, je pense que les actionnaires vomissent. L'option 1, je pense que c'est, en gros, il a craqué un boulard. Je pense que... c'est pas bon pour la santé, ça. Option 2, c'est de se dire, finalement, son compte a été hacké, parce que tu regardes l'enchaînement des tweets de vendredi soir, c'est quand même absolument hallucinant. Et après, l'option 3, peut-être un petit peu plus tordue. Alors ce que j'ai quand même cherché, tu vois, je me fais pas forcément que confiance aux tweets, ce que racontent les gens, Tu dis, il a quand même une bonne raison, tu vois, éventuellement, c'est possible. Et visiblement, quelques jours avant, il y a un article qui est sorti comme quoi, le fait que la valorisation de Tesla soit restée au-dessus du seuil des 100 milliards de dollars pendant à peu près 3 mois, lui permettent là maintenant d'exécuter ses options d'achat sur lesquelles il aurait un cours de 350 dollars. Et ce pour 1,69 million d'actions. En gros, il a fait le job, la valo est bonne, toutes les conditions c'est bonne pour qu'il puisse exécuter ses options d'achat. Et donc visiblement, l'objectif a été atteint et s'il les exécute là maintenant au cours de 350 dollars, ça lui fait grosso modo dans la pocket 845 bars. Sachant que une barre égale 1 million de dollars. Voilà.
Bah comme dans le dernier débrief hebdo, en fait je vais décomposer en 3 parties cette semaine, en utilisant cette fois-ci plutôt des noms d'animaux. Tout de suite la première partie, le crabe peureux. Heureux, le crabe est... Nous avons une progression légère et constante sans vraiment de volatilité de l'ensemble des actifs risqués, autrement dit des indices, sans vraiment accélérer, avec une mentalité finalement des acteurs de se dire bon on a l'intervention des banques centrales, tout va bien, bah faut être dans le move. On est finalement toujours dans des ranges comme encore une fois on l'avait vu dans le précédent débrief hebdo, avec des bornes hautes qui sont testées. 4550 points sur le CAC, 10 800 sur le DAX, 7100 sur l'indice espagnol l'IBEX. Bon, j'en passe, je vais pas toutes les faire mais voilà, t'as compris. Deuxième partie, le Dead Cat Bounce, le rebond du chat mort. Mort, le chat rebondit. Enfin, un peu moins sexe en français, mais bon. Donc ça montouille comme ça gentiment, hop hop hop, le petit crabe peureux, rebond du chat mort, hein. Donc les indices commencent à montouiller comme ça, proche de leur borne haute dans lequel ils évoluent depuis maintenant un mois. Et là, 30 minutes avant la publication du PIB américain, tu te souviens, hein, dans la première partie qui est ressortie absolument dégueulasse, mais bon, peu importe. Les marchés savent que le soir même, il y a la Fed, donc que la Fed va forcément être ultra accommodante, hein. C'est pas maintenant qu'elle va remonter les taux ou dire les gars, va falloir serrer la ceinture pour rembourser la dette. Nous avons la publication de Guy Lead qui dit, bah finalement, en fait, nos tests, la semaine dernière, ils étaient pourris, mais finalement, ils semblent pas mal. Ça, c'est quand même plutôt la bonne nouvelle. Je veux dire, ceci dit, a priori ça avance, même si bon, faut pas non plus s'enflammer. On pète toutes les zones de résistance sur les indices, les hauts de range dans lesquels on évolue depuis maintenant un mois. Tous les plans baissiers qu'on avait, tu te souviens que je t'ai partagé également ici, et ben finalement s'invalident. Nous n'avons pas de bonnes nouvelles, mais dans la mesure où la Fed injecte, et ben tout va bien. Et là, on a l'impression finalement que tout le monde achète sans vraiment savoir pourquoi. Tu vois, des fois je me dis, j'ai l'impression qu'on se retrouve à fin 2017, tu te rappelles sur le Bitcoin. Ou vite, 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 tout le monde il faut y en acheter, vite, achète-moi, Xavier, des Bitcoins à 18 000, 20 000, ça va monter à 100 000, 1 million, vite. Et ça, dans le jargon, en fait, d'ailleurs beaucoup de monde en parle en ce moment, hein, ça s'appelle le FOMO. C'est tout simplement que t'achètes sans vraiment savoir pourquoi t'achètes. Tu suis tout simplement un mouvement par peur de ne pas être dedans. Au-delà du Bitcoin, ça me fait penser à cette espèce de vidéo qu'on avait vue là, des mecs où il y avait une promotion sur le Nutella, où les mecs ils étaient tous là à acheter des palettes de Nutella, vite. C'est dégueulasse, mais j'en veux plein parce que tout le monde en veut, comme ça je les aurai avant les autres. Un peu comme le PQ d'ailleurs. J'ai l'impression aussi. Hein. Des mouvements de foule comme ça que tu peux pas expliquer, mais t'as envie d'en profiter, quoi. Et là, tu dis, mais c'est quoi le rapport avec le Dead Cat Bounce, là, le rebond du chat mort? C'est un terme qui avait été créé en 1985, lorsqu'on avait les marchés de Singapour et de Malaisie qui rebondissaient comme ça de manière violente en pleine récession, juste après que les marchés se soient effondrés. Et finalement, ça montait comme ça sans vraiment de raison, et puis c'est ce qu'on a appelé du coup le rebond du chat mort, où derrière, à nouveau, ça s'est à nouveau effondré. Troisième partie, le bull trap. En français, Piégé, le taureau se retrouve... Donc le taureau, hein, c'est les acheteurs, hein, les boules, qui visiblement n'a quand même pas beaucoup d'amis là. Que là, c'est les bears, hein, les baissiers, les vendeurs. Et alors que les indices franchissent leur haut de résistance comme ça, sans véritablement de raison, etc. Jeudi matin, notamment sur Évité, on avertit. Rodolphe notamment partage ses prises de position vendeuses, que ce soit sur le dos et également sur le DAX. Je travaille également, notamment d'un point de vue psychologique, pour avertir des risques d'acheter maintenant sans vraiment savoir pourquoi. De ne pas céder à l'euphorie comme ça, malgré le fait que les plans baissiers, a priori, sont au moins temporairement validé. Alors je sais pas trop si je dois rentrer dans la polémique de dire bon à ce moment-là on a des espèces de commentateurs de la veille qui disent ouais mais les gars vous êtes complètement cons, c'était facile, que ça allait monter, regarde, on est en tendance haussière depuis un mois et demi. Forcément, hein, ça sort comme ça, c'est normal, hein, c'est le principe un petit peu des réseaux sociaux, d'avoir comme ça de la merde. Ça, je suis pas sûr qu'on garde, tu vois, parce que je vais pas me faire des potes, hein, mais bon. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, finalement, hein, tu répètes un peu à tout le monde autour de toi que t'es pas obligé d'être sur le marché H24, t'es pas obligé d'être soit à l'achat, soit à la vente. T'es à la vente, ça se passe pas bien, tu prends ton stop ou tes stops ou t'invalides tes plans, et t'es pas obligé de te redire merde, ça monte vite, faut que je me repositionne tout de suite à l'achat. Tu vois, tu peux me laisser passer un petit temps, genre, je sais pas, je le sens pas là, je sens quand même l'arnaque. Donc on essaye de faire tenir finalement les plans vendeurs malgré tout. Et finalement, au fur et à mesure du temps, hein, la Fed passe, la Banque Centrale Européenne fait son discours au travers de Madame Lagarde. Et jeudi soir, avant la fermeture des marchés européens, oui, parce que vendredi c'était 1er mai et les marchés européens étaient fermés, et on réintègre les gros ranges et on assiste sur quelques indices, soit au test de la borne basse du biseau daily que je te partage depuis maintenant quelques temps, notamment sur cette chaîne, où certains sont déjà sortis par le bas de ce biseau, qui est plutôt, et comme tu le sais très certainement, une
figure de continuation de la tendance primaire qui reste toujours baissière, alors que la tendance secondaire dans laquelle on était au sein de ce biseau est en train d'être invalidée. Alors attention, rien n'est fait pour le moment. La semaine prochaine, on s'attraquera très probablement au seuil clé que je te partage depuis maintenant quelques temps. 4330 sur le CAC, 10 200 points sur le DAX, 23 000 sur le Dow Jones. Bref, tu les connais maintenant normalement par cœur. J'ai commencé également à chercher des positions à la vente sur le gold, alors de manière offensive et light, parce que c'est quand même une stratégie relativement délicate. Il a commencé à amorcer une impulsion baissière daily, mais finalement, le niveau horizontal là que tu vois ici sur l'écran, tiens. Donc, pas d'over weekend, ce n'est pas nécessaire et surtout c'est dangereux, surtout lorsque tu n'as pas d'avance. À surveiller quand même la semaine prochaine, le dollar américain face à un panier de devises ici qui est proche d'une zone support très importante en daily. Et il pourrait du coup refrétiller un petit peu. J'ai commencé également à chercher des positions vendeuses sur l'euro contre le dollar américain qui était vraiment coincé entre une dynamique baissière très forte des plus hauts de plus en plus bas et en même temps coincé sur un seuil plancher des 1,08 à peu près, 1,0770, 1,08. Et là il est revenu au contact de la bande de Bollinger supérieure également de l'AMM50 qui pourrait susciter peut-être au moins déjà un timing d'intervention à la vente qui semble intéressant pour pouvoir se positionner dans le sens de la tendance de fond. À suivre la semaine prochaine, mais pour le moment ça n'a pas donné grand chose. Et l'astuce que j'ai commencé d'ailleurs à partager sur mon compte Twitter, si jamais tu n'es pas abonné, vas-y n'hésite pas, ce sont les graphiques inversés. Ça te permet tout simplement de prendre un petit peu de recul parce que ton cerveau finalement quand tu commences à investir sur les marchés est conditionné à chercher des configurations acheteuses. Et du coup lorsque tu es plutôt dans des marchés baissiers, tu te poses des questions. Est-ce qu'il faut que je sois acheteur, vendeur, à l'écart? Tu sais plus trop où t'en es. Du coup, t'inverses l'échelle des ordonnées et ça donne grosso modo ça sur le DAX. Ou alors ceci sur le Nikkei. Et du coup, tu te reposes les mêmes questions. Est-ce que je suis plutôt acheteur ou vendeur dans ce type de configuration? Quelles sont les tendances, les zones d'intervention, etc., etc. Et tu verras que pour certains, ça donne quand même quelques déclics. C'est tout pour moi. Merci encore une fois de ta fidélité dans le dernier débrief. Vous avez tout déchiré encore. Je sais pas comment vous faites. Et je terminerai juste sur un petit truc. Tu sais, le fameux adage qu'on dit sell in May and go away. Bon, même si go away en ce moment, c'est go away pas très loin, quoi. Alors, il y a des articles de partout. Oui, il faut vendre au mois de mai, nanana. Dès que ça baisse, ça y est, on dira, ouais, t'as vu, c'est une mai, ça marche. Alors, c'est sûr, l'année dernière, ça a bien marché sur le mois de mai, parce que le mois de mai, l'année dernière, sur les indices, c'était horrible. Du coup, j'ai essayé de me renseigner, tu vois, parce que je me suis dit, finalement, si on peut éviter de se faire chier, en fait, à se taper à peu près 15 heures par jour, des graphiques dans tous les sens et des zones, tracer des niveaux, des graphiques, etc., autant en profiter, tu vois. Et sur l'indice Dow Jones, depuis 1950, le rendement entre le mois de mai et le mois d'octobre est de 0,3% en moyenne. Alors que si tu as l'achat entre le mois de novembre et le mois d'avril, le rendement est de 7,5%. Voilà. Démerde-toi avec ça maintenant. Je pense que c'est plutôt un argument marketing ou je sais pas pour faire parler du dire sell in May, nanana. Tu regardes l'année dernière, effectivement ça a marché, on a perdu 7%. Tu regardes les années d'avant, ton sell in May, rien à foutre. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, vos likes, ça fait plaisir. Je te souhaite un bon pré-déconfinement et à la prochaine. Ciao.